Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé par la CPME Nouvelle-Aquitaine et la CPME Gironde dans le cadre du mois de la sensibilisation à la cybersécurité en Europe. Pour ceux qui ne me connaissent pas de webinaire précédent, je suis Meryl Boots, je suis chef de projet pour la CPME Nouvelle-Aquitaine et la CPME Gironde et je suis accompagnée de 3 intervenants aujourd'hui qui vont se présenter dans quelques minutes. On se retrouve aujourd'hui pour vous aider à comprendre en tant que TPE ou PME comment vous prémunir en fait des risques cyber, de quelle façon vous êtes exposé et ce que vous pouvez faire contre ça. C'est un sujet que je trouve on n'aborde pas assez. On parle énormément de transition numérique, d'aide à la transition numérique. La CPME a par ailleurs un programme d'accompagnement là-dessus que je vous invite à aller voir sur notre site. Mais trop souvent, on oublie un petit peu le volet sécuritaire de la transition numérique. Donc, nous sommes là pour parler de ça aujourd'hui. On va rentrer plus dans le détail sur plusieurs points. Premièrement, les fraudes aux faux ordres de virement. Ensuite, les logiciels malveillants et ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage en français. Ensuite, on verra un petit peu comment vous pouvez savoir si des données de votre entreprise sont disponibles ou fuitées sur le web. Et on finira par une présentation d'un kit de prévention à la cybermalveillance. Un petit rappel avant de commencer sur les règles de fonctionnement de cette plateforme. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui est en haut à droite de l'onglet chat. Ça nous permet de rassembler toutes les questions en un seul et même endroit. C'est beaucoup plus pratique pour y répondre. Et surtout, vous avez un petit triangle à droite de chaque question qui vous permet de voter pour les questions qui vous intéressent, ce qui nous permet, nous, de répondre prioritairement aux questions qui ont le plus de votes. Il y aura également, comme d'habitude, quelques sondages, notamment pour savoir si vous avez déjà été victime de cybercriminalité ou pas. Donc, je vous invite fortement à y répondre. Tout ceci étant dit, nous pouvons donc passer aux présentations. Donc, je suis entourée de Paul Bousquet, qui est commissaire de police en poste à la direction interrégionale de police judiciaire de Bordeaux, de Olivier Graal, qui est délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour la région Nouvelle-Aquitaine, et Alonso Rivas, qui est cofondateur et directeur de Foxtrace, une entreprise spécialisée dans la fuite de données sur le web. Voilà, donc Paul, je pense que c'est vous qui commencez, donc je vais vous laisser la parole et puis vous me dites quand vous voulez que je diffuse la présentation. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Donc Paul Bousquet, je suis le chef de la division des affaires économiques et financières à la police judiciaire de Bordeaux. Je vais en quelques minutes, une quinzaine de minutes maximum, vous faire un petit exposé sur les faux ordres de virement, qui sont les escroqueries financières qui touchent le plus les entreprises. Et puis s'il y a des questions sur cette thématique, je vous invite à me les poser à ce moment-là, avant qu'Olivier Graal prenne la suite. Alors, Meryl, vous pouvez lancer la diapo si vous le souhaitez. Les faux ordres de virement, c'est la menace numéro 1. Vous pouvez mettre la deuxième diapositive. Donc, c'est la menace numéro 1 contre les entreprises. En fait, ça vise particulièrement les services de comptabilité des entreprises. Et le principe, c'est inciter le comptable de votre société à faire un virement sur un compte bancaire qui n'appartient pas, qui appartient à des escrocs. Donc, avec donc c'est tout le jeu de l'escroquerie. Et l'argent, après, part à l'étranger rapidement et est dissipé. C'est des faits qui sont énormes au niveau national, puisque depuis 2010, c'est plus de 725 millions d'euros. Donc, c'est considérable. C'est un grand nombre de cas. Et au niveau local, pour vous donner 2 exemples concrets, moi, c'est toutes les semaines qu'on a des attaques sur les entreprises moyennes, voire petites. Par exemple, la semaine dernière, là, j'ai pris le dernier exemple pour vous donner un exemple concret. Le 19 octobre, on a pris la plainte d'une société importante à Bordeaux, qui est un groupe important de promotion immobilière. Ils ont été victimes d'une escroquerie aux faux ordres de virement pour 328 631 €. Un des fournisseurs habituels de cette société, de promotion immobilière, leur a envoyé un mail en leur indiquant qu'ils changeaient leurs coordonnées bancaires. Ils leur ont donné un RIB qui était dans les livres d'une banque espagnole, la Clexa Bank. Dans le mail, c'était les bons numéros et les bons montants de futures factures à échoir. C'était le bon numéro fournisseur. Le virement a été effectué le 16 septembre 2020, pour 300 000 €, donc plus de 300 000 €.
Donc ça peut toucher les grandes entreprises ou les entreprises intermédiaires. Mais on a également, et de plus en plus, ce type d'attaque qui touche des toutes petites entreprises. On a des plaintes pour des virements de 1 500 €, 3 000 €, 10 000 €. Ou par exemple, les cyberattaquants vont prendre la main sur la boîte mail professionnelle du dirigeant de l'entreprise, vont envoyer un mail à la secrétaire qui fait la comptabilité et ordonner avec une fausse facture un virement sur un compte étranger. Donc on va passer rapidement à la slide suivante. Comment font-ils? Aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils utilisent, et aujourd'hui en source ouverte, vous avez énormément de renseignements sur votre entreprise, au greffe des tribunaux de commerce, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de votre société, sur les différentes applications ou sites internet qui donnent de l'information financière sur l'entreprise. Il y a également le hacking, et une des principales raisons, un des grands objectifs de la cybercriminalité, c'est d'exfiltrer des données stratégiques sur votre entreprise ou sur ses clients ou sur ses fournisseurs pour commettre des escroqueries. Donc, la façon de faire, c'est celle que je viens d'expliquer. Vous pouvez passer à celle d'après. Ils utilisent un certain nombre de technologies pour vous expliquer le mode opératoire, notamment quand vous êtes appelé par un numéro de téléphone qui est en 01 ou en 06, vous êtes appelé par votre fournisseur habituel ou par en tout cas un téléphone français. Ça va vous tranquilliser. Ils utilisent ce qu'on appelle de la VoIP, c'est-à-dire de la téléphonie par Internet. C'est de la data. Vous avez en Belgique, en Suisse, mais également en France, des opérateurs qui vous fournissent à la demande des numéros de téléphone géographiques en fait. Mais quand nous, on fait une réquisition à cet opérateur, le véritable appelant appelle d'Afrique ou d'Israël. Voilà. La deuxième chose, ils vont utiliser également des mails qui seront très proches de l'adresse mail de votre fournisseur habituel. Ce qu'on appelle du typo squatting, c'est-à-dire qu'ils vont changer juste une lettre dans l'adresse mail. Au lieu d'avoir un L, par exemple, ça va être un I majuscule. Vous voyez. Donc, il faut être particulièrement attentif aux adresses mail d'envoi. Donc, ils vont déposer un nom de domaine qui est très très proche du nom de domaine utilisé par votre fournisseur habituel pour réaliser l'escroquerie. Ils vont utiliser après des comptes bancaires qui vont être ouverts dans tous les pays de l'Union européenne, voire en France, qui sont ce qu'on appelle des comptes de rebond, qui serviront juste d'interface pour vous tranquilliser, parce que si on vous demande un virement directement en Chine, ça va attirer votre attention, si vous ne commercez pas avec la Chine. Par contre, avec aujourd'hui les néobanques, il y en a un grand nombre, il est très facile de payer quelqu'un, ce qu'on appelle nous une mule dans notre jargon, pour ouvrir un compte bancaire, et l'argent va passer sur ce compte et après va partir très rapidement à l'étranger. On va passer à la slide d'après. Juste pour vous présenter le système, donc parce que ce sont des groupes organisés, ce sont des mafias, ils font ça toute la journée. Ça, ce sont des photos de call center en Israël qui ont été démantelés par les services de police ou de gendarmerie. Celui du haut, c'est un call center carrément industriel. Actuellement, on a une enquête à la PJ de Bordeaux où on a ce type de cas. On a identifié l'ensemble du call center. Ils sont à Netanya, en Israël. On va en interpeller un certain nombre prochainement. Il y a 25 personnes. C'est comme une entreprise importante. Vous avez également des call centers dans des appartements, et c'est la photo du bas, plus artisanaux, voilà, mais ils passent leur journée avec des scénarios à appeler les entreprises. Et on dit que il y en a 1 sur 5 qui marche. Mais voilà, mais vu les sommes en jeu, c'est très rentable. Donc, pour vous parler du scénario, alors je passe directement à la slide d'après. Voilà. Donc, je vous présente très schématiquement et très rapidement les principaux scénarii utilisés par les escrocs. La première, elle commence à être connue parce qu'on fait de nombreuses séances de sensibilisation, c'est l'escroquerie au faux président. C'est-à-dire, c'est l'escroquerie où les escrocs vont utiliser l'identité du dirigeant de la société. Généralement, ils vont usurper votre identité, l'identité du dirigeant. Ils vont souvent intervenir dans la boucle un faux avocat
qui va également appeler la comptable. Tout ça, c'est pour sous couvert d'une demande urgente, toujours confidentielle, un contrôle fiscal en cours, un investissement confidentiel à l'étranger. C'est pour inciter le comptable à faire donc un virement sur le compte bancaire qui est désigné par le dirigeant. La deuxième escroquerie qui a longtemps fonctionné très fort et qui aujourd'hui est moins utilisée, mais malgré tout, on en voit encore des cas, c'est pour ça que j'en parle. On a encore eu plusieurs il y a quelques semaines. C'est plutôt des escroqueries qui sont faites par des mafias d'Afrique, du Nigeria notamment. C'est l'escroquerie au test informatique. En fait, ils usurpent l'identité du service informatique de la banque, de votre banque, et ils vont contacter le service de comptabilité pour dire on fait des tests, donnez-moi vos mots de passe, et on prend directement la main sur votre ordinateur. Et donc, ils prennent directement la main sur l'ordinateur en ligne, et là, ils ordonnent directement, encore plus simple, des virements. Voilà. C'est gros, mais ça passe assez régulièrement. Alors, sur la slide d'après, je vais vous présenter la dernière typologie d'escroquerie aux faiseurs de virements, qui est la plus répandue et la plus dure à déceler, et celle qui fait le plus de mal actuellement, c'est l'escroquerie au changement de coordonnées bancaires. C'est celle que j'ai expliquée là dans mon exemple tout à l'heure avec le groupe de promotion, ou aux faux fournisseurs, c'est la même chose. En fait, ils vont usurper l'identité d'un fournisseur de la société, d'un fournisseur habituel. Qui vont identifier souvent par du piratage informatique, hein, et ce sera la transition avec les propos d'Olivier Graal, et ils vont s'insérer dans la chaîne de mail entre le fournisseur et le service de paiement pour fournir de nouvelles coordonnées bancaires et donc pour détourner l'argent. Vu que les paiements sont toujours à 90 jours ou à des délais, quand le fournisseur se réclame l'argent qu'il devait récupérer, eh ben, on se rend compte que l'escroquerie a été consommée depuis longtemps. Alors, on passe à la slide d'après en quelques secondes. C'est juste pour vous montrer un schéma. Tout ça est extrêmement compliqué. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour juste vous expliquer qu'ils utilisent donc des comptes de rebond dans des pays de l'Union européenne ou avec des néobanques françaises. Voilà, c'est le petit 4. Hein. Et après ces comptes de rebond, l'argent va partir en Chine, à Singapour, en Turquie. Enfin, il y a dans des pays non coopératifs où l'argent sera purement et simplement va disparaître, hein, il ne sera pas récupérable. Donc, la slide d'après, ça vous montre juste en une image le fonctionnement, il faut dézoomer, le fonctionnement d'un compte qu'on dit taxi. L'argent, il arrive par le haut, et 2 jours après, eh ben, ça part, c'est ventilé, voilà. Et donc c'est intraçable et irrécupérable. Donc, c'est pour ça qu'il faut réagir très rapidement. Je vais terminer par 2 slides sur la prévention, parce que c'est vraiment le plus important. Il faut éviter que ça arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Il faut mettre en place une procédure interne de validation des virements. Il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit utilisée par les services de comptabilité. Il faut faire des rappels réguliers. Il faut insister au cours de ces sensibilisations sur le bon sens, sur la vigilance. Il faut effectivement sécuriser son système d'information. Je ne rentre pas dans le détail, Olivier en parlera après. Il faut faire de la veille sur les risques de fraude. Dont je vous parle aujourd'hui des fraudes actuelles, ils sont très inventifs. Dans 2 ans, dans 10 ans, il y aura de nouvelles fraudes. On a des fraudes Covid aujourd'hui. On a des fraudes au travail qui sont des fraudes au service de l'État, mais c'est le même fonctionnement, des fraudes au travail partiel. Ils vont détourner de la même façon, avec les mêmes process, les aides publiques. Voilà. Et il faut valider, il faut toujours une double validation des virements, à minimum. On passe à la dernière slide, qui est important parce que malgré tout, si ça arrive, et ça peut arriver, et malheureusement ça arrive trop souvent, même dans des entreprises déjà sensibilisées, la réactivité est très importante. Quand on est saisi, police judiciaire de Bordeaux, dans les 15 jours après le dernier virement, dans 2 fois sur 3, on récupère les fonds. Puisqu'au sein de l'Union européenne, on arrive à faire des gels de fonds, à faire des saisies, et donc à récupérer les fonds au sein de l'Union européenne.
L'argent est déjà parti en Chine vous concernant, mais les comptes de rebond vivent à peu près, servent à de nombreuses escroqueries et vivent à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc si on est réactif, on peut récupérer les fonds. Et c'est le premier qui sert, qui récupère l'argent. Donc il faut être très réactif. Il faut également aviser sa banque, parce que la banque peut demander le retour de fonds par la coopération interbancaire, par le réseau interbancaire, ce qu'on appelle le recall. Il faut le faire les deux procédures en même temps. Et souvent, il est utile de déposer plainte par son avocat dans le pays bénéficiaire des fonds. Ça va faciliter la coopération internationale. Pour nous contacter, que ce soit pour du conseil, mais également pour en cas d'infraction, une seule adresse, elle est surveillée, c'est cybermenace, elle est inscrite là, c'est l'avant-dernière ligne, cybermenace au pluriel, bordeaux@intérieur.fr. J'ai fini et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Je vais vous remettre du coup l'adresse à tous dans le chat. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Il n'y a pas de question, on va en parler à la fin, bien entendu. Si, alors il y a une question. Du coup, quels sont les recours quand on est victime de ces règlements frauduleux? Bon, vous avez déjà un petit peu répondu avec les slides d'après, mais peut-être voilà, rappeler les grandes étapes. Immédiatement nous contacter et pas aller au commissariat ou à la gendarmerie de son domicile, parce que là, on va tomber sur des problèmes bureaucratiques et on va perdre du temps. C'est la réactivité qui est importante. Contactez directement les services spécialisés. C'est pour ça que vous avez cette adresse mail qu'on diffuse le plus largement possible. Voilà, donc l'adresse mail qu'on vient de mettre sur le chat, cybermenace-bordeaux@intérieur.gouv.fr. Ça, c'est la première chose à faire. En parallèle, c'est contacter sa banque. En même temps, les deux sont importants. Voilà. Après, voilà, je veux pas. Il y a plein de choses à faire, mais après, on vous accompagne, on vous conseille et on organise les choses. D'accord, merci. Eh bien, alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, quelqu'un qui me demandait si je pouvais afficher le plan du webinaire. Alors, je n'ai pas de document écrit, mais je vous invite à aller voir sur la page d'accueil du webinaire. Le déroulé est inscrit. Et du coup, on va laisser la parole à Olivier Graal pour du coup, sa partie. Bonjour à tous. Donc, je vais déjà partager mon écran. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On y répond du coup en fin de présentation de chacun du coup. Donc, très rapidement, je vais donc essayer d'être aussi efficace que Paul et tenir les 15 minutes. Donc, je ne vais pas m'étendre sur pour qui je travaille. Donc, je vous invite à aller regarder notre site. Néanmoins, pour nous resituer, donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un service du Premier ministre qui dépend du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale. On est encore peu connu du néophyte puisque nos métiers, c'est principalement de nous occuper de la colonne dorsale nationale, de ce qu'on appelle les OIV-OSE, opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels. Donc, les services qui doivent continuer d'exister, même en cas de crise majeure. L'eau, l'énergie, le transport et les services de l'État. Néanmoins, on travaille également en étroite collaboration avec donc les autres services de l'État, notamment la police et la gendarmerie. Et on édicte également les règles qui gouvernent donc la cybersécurité sur le territoire national. Voilà, donc ça c'était pour me resituer. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. On est sur le mois de la cyber avec pour principal sujet ce qu'on appelle les rançongiciels, puisque il y a une forte recrudescence des attaques par rançongiciel. Donc, en général, les rançongiciels, et on a parlé de phishing tout à l'heure, commencent par une attaque par phishing pour pouvoir récupérer de l'information vous concernant et derrière mener des attaques un peu plus élaborées. Ce qu'on voit, donc là, vous voyez le nombre d'attaques que l'ANSSI a traitées. Mais pour rappel, on s'occupe, nous, que des OIV, des OSE. En France, il y a 200 OIV et il doit y avoir à peu près 300 OSE. Donc, sur cette population-là, on a vu un doublement des affaires de rançongiciel sur l'année 2019. Et en 2020, à mon avis, on va également avoir un doublement puisqu'il y a eu un nouvel effet, c'est l'effet Covid. C'est-à-dire que le Covid n'a pas qu'une incidence sur votre quotidien et donc ne fait pas que restreindre vos déplacements.
Le Covid a aussi fait changer les gens, leurs habitudes. On s'est mis à télétravailler et en télétravaillant, on a fragilisé nos systèmes d'information. Vous avez ouvert votre système d'information à l'extérieur et donc vous avez donné des opportunités nouvelles aux cyberattaquants qui en ont profité effectivement pour se positionner chez vous et mener des attaques de type rançongiciel. Donc vous allez malheureusement être très concerné par ce sujet-là. Il y a, et Paul pourrait reprendre là-dessus, énormément de petites sociétés victimes avec des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la cessation d'activité. Donc un rançongiciel, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée est la suivante. Un cyberattaquant va prendre à la main sur votre système d'information et à partir de là, chiffrer l'intégralité des données ou les crypter, si vous préférez, et vous demander de payer une rançon pour récupérer le contenu de vos données. Ces rançons vont varier selon votre activité et la taille de votre entreprise. C'est-à-dire que le nouveau phénomène, c'est qu'effectivement, autrefois, les cyberattaquants automatisaient ce genre d'attaque et ne faisaient pas attention aux victimes, c'est-à-dire ne se renseignaient pas sur les personnes qu'ils avaient attaquées. Ils achetaient des bases de données avec des adresses et puis ils les exploitaient. Aujourd'hui, les cyberattaquants vont prendre le temps d'étudier votre entreprise. Donc, ils vont effectivement se positionner, étudier la façon dont vous fonctionnez. Une fois qu'ils auront compris qui vous êtes, quelle est la nature des données que vous utilisez, la nature de votre activité et votre chiffre d'affaires, ils vont effectivement mener l'action d'attaque et chiffrer tout vos systèmes, donc toutes vos données, et bloquer votre entreprise. À partir de là, ils vont vous demander une rançon qui sera proportionnelle à ce que vous êtes en mesure de payer. Donc ça, c'est un phénomène assez nouveau, puisqu'on se retrouve effectivement avec des attaques très très ciblées et des montants qui effectivement pourraient vous inciter à payer. La règle d'or, c'est ne jamais payer. Et je vais expliquer pourquoi juste après. Donc ça, c'est le scénario classique d'une attaque. Donc une attaque commence en général par une action de phishing. Donc on va vous envoyer un email où on va vous, sur un site internet, vous orienter vers une plateforme de hacking. L'idée étant de compromettre une ou plusieurs machines. Une fois que j'ai compromis une première machine, je vais commencer à l'utiliser, cette machine. Donc, je vais exfiltrer des données, prendre la main, on fait ce qu'on appelle du command and control, pour me latéraliser sur votre système d'information et au final réussir à polluer l'intégralité des PC. L'idée étant d'accéder à un PC qui a les droits administrateurs de façon à remonter sur les serveurs et contaminer l'ensemble des machines. À partir de là, je peux mener mes actions, par exemple action de sabotage, chiffrement ou exfiltration de données. Voilà le scénario classique d'une attaque cyber. Donc, on commence toujours effectivement par une action d'hameçonnage, donc de phishing. On voit deux types d'hameçonnage principaux. Le mail frauduleux, qui ressemble à un mail classique. Soit c'est un mail d'une personne que vous connaissez, qui s'est elle-même fait pirater, soit c'est un mail d'une administration, par exemple. Donc là, actuellement, avec le Covid, il y a énormément de faux mails du ministère des Finances, où on va vous inciter à cliquer sur un lien ou à cliquer sur un fichier joint. Ces fichiers étant des fichiers malicieux contenant une charge virale qui va compromettre votre PC. Actuellement, il y a énormément de phishing avec un vecteur d'attaque qui s'appelle Emotet. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur Emotet, E-M-O-T-E-T, et vous trouverez un bulletin d'information sur le site du CERT France, C-E-R-T, qui vous explique comment vérifier si vous êtes concerné. Donc, il y a les outils pour vérifier si vous avez été victime. Cette attaque, effectivement, va usurper l'identité de personnes que vous connaissez, s'infiltrer sur un fil de messages, donc un message existant avec un vrai mail de la personne que vous connaissez, dans lequel on va joindre un fichier qui est malicieux et qui contient cette charge utile. L'autre méthodologie, c'est faire la même chose, mais au lieu de mettre un fichier joint qui risque d'être intercepté par votre antivirus ou votre firewall, on va joindre un lien Internet qui n'est pas forcément chargé au début, donc il va passer la sécurité de votre système d'information. Vous allez cliquer en confiance parce que c'est une personne que vous connaissez
Et manque de chance, ce lien vous route vers un serveur malicieux qui va injecter un malware dans votre PC et à partir de là mener des actions offensives. Donc, morale de l'histoire, il faut être extrêmement prudent sur les mails que vous recevez. Si le comportement vous semble inhabituel, prendre le temps de réfléchir et éventuellement passer un coup de fil à la personne qui vous l'a envoyé pour s'assurer que c'est bien un mail légitime et que ce n'est pas une attaque. Alors, l'attaquant aujourd'hui ne se contente pas de vous rançonner, donc de chiffrer vos données et de vous demander de payer. La tendance actuelle, c'est également de mener d'autres types d'attaques, et notamment d'exfiltrer vos données et de les mettre en vente sur le dark web. Donc, la partie obscure d'Internet, si vous préférez. Donc, ça, c'est une tendance forte, la vente de vos données sur le net. J'ai un exemple assez récent sur la région Nouvelle-Aquitaine qui date de cet été, donc d'un grand assureur national qui a malheureusement fait l'objet d'une attaque, pas directe, mais par le biais d'un courtier en assurance qui était en partenariat avec cet assureur. Donc c'est le courtier qui a été la première victime et ce courtier avait accès à ce qu'on appelle un SharePoint, un espace de partage avec cet assureur. Et donc par le biais du courtier, ils sont remontés sur l'espace de partage et sur cet espace de partage, il y avait un fichier qui contenait des login passwords appartenant effectivement à l'assureur. Ce fichier a été vendu par le premier cyberattaquant sur le net. Et il a été racheté par donc des cyberattaquants qui, eux, ciblaient l'assureur. Et à partir de ce fichier, ils ont réussi à exploiter un mot de passe valide qui leur a permis de pénétrer le système d'information de l'assureur et à partir de là, de chiffrer certains systèmes et de tenter de les rançonner. Voilà un petit peu une méthodologie qu'on pourrait rencontrer et qui devient de plus en plus fréquente. On a également une recrudescence des attaques de type déni de service. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accès à un système, autant se faire plaisir et donc mener d'autres types d'attaques. Le déni de service qui consiste à envoyer des informations en masse sur votre site web et le rendre inaccessible de l'extérieur. Et donc, du coup, vous créez un préjudice financier puisque les gens ne pouvant plus accéder à votre site web, vous allez avoir moins de commandes, vous allez avoir moins de visites et une baisse de votre chiffre d'affaires. Alors, faut-il payer? Ça, c'est la grande question. La réponse est non, bien évidemment, puisque le fait de payer ne vous garantit en rien de récupérer vos données. Donc, Kaspersky avait fait une étude, donc Kaspersky qui est un éditeur d'antivirus, 20% des victimes qui payent ne récupèrent jamais leurs fichiers. Et je pense que ce 20%, il est sous-estimé aujourd'hui. Et de toute façon, le fait de payer vous rendra une future victime. C'est-à-dire que si moi, je suis cyberattaquant et que je vois que vous payez, ça va m'inciter à recommencer. Donc, on ne paye pas les rançons. Et pour ne pas avoir à payer les rançons, on prend des précautions en amont, c'est-à-dire qu'on va sécuriser son système d'information et s'assurer de ne pas être une victime consentante. Donc, pour ça, on a édité un petit guide que je vous invite à consulter, qui reprend les grandes règles à suivre pour se prémunir de ce type de risque. Donc le premier, effectivement, c'est sensibiliser ses collaborateurs, donc informer les gens d'être vigilants sur les emails que l'on reçoit et également sur les sites internet que l'on visite, puisque tous les sites internet ne sont pas innocents. Par exemple, les sites internet traitant du sujet Covid, 50% des sites internet traitant du sujet Covid sont des faux sites qui sont faites en fait pour pirater votre système. C'est-à-dire que vous allez consulter des pages web, vous allez cliquer sur des liens qui vont injecter un code malicieux sur votre système d'information et si vous n'êtes mal protégé, vous allez contaminer votre PC. Et un autre point sur lequel j'insiste tout particulièrement pour les entreprises, c'est la nécessité de faire des sauvegardes régulières. Et alors, ça ne suffit pas. Il faut faire des sauvegardes, mais il faut surtout les protéger, ces sauvegardes. Et le meilleur moyen de les protéger, c'est de les déconnecter. C'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise, vous devez faire une sauvegarde et cette sauvegarde, vous la déconnectez et vous la mettez au coffre. Et je rajouterai un élément, il ne faut pas faire une sauvegarde, mais des sauvegardes. Et toujours avoir moyen de faire machine arrière. C'est-à-dire que vous avez une sauvegarde principale, la plus récente, mais vous avez une sauvegarde antérieure. Donc,
si vous avez une seule chose à retenir de cette intervention, c'est de aller en sortant de la conférence, aller acheter 1 voire 2 disques durs. Vous faites une première sauvegarde, vous en faites une deuxième, et vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand vous faites votre sauvegarde, vous avez toujours une sauvegarde N+1 qui vous permet, si la sauvegarde première est contaminée, de revenir sur la sécurité avec une deuxième sauvegarde. Ça, c'est vraiment vital. Il faut maintenir votre système à jour, donc toujours appliquer les dernières versions des logiciels. C'est extrêmement important puisque en fait, les attaques virales vont exploiter des vulnérabilités en général connues et donc exploiter des failles logicielles parce que les logiciels n'ont pas été mis à jour. Donc, bien évidemment, maintenir à jour ces systèmes antivirales, donc les antivirus, les firewalls, cloisonner son système, limiter les droits d'accès, faire attention à ses mots de passe, maîtriser les accès Internet, mettre en place une supervision, c'est-à-dire que vos systèmes, ce qu'on appelle les firewalls, ont des outils qui permettent de loguer les événements. Et ces logs vont être très utiles pour les services de l'ordre, que ce soit la police, l'ANSSI, la gendarmerie, pour comprendre ce qui s'est passé en cas d'incident et pouvoir vous aider à reconstruire votre système d'information. Éventuellement, il faut également étudier l'opportunité de prendre une assurance cyber. Alors, les assurances cyber d'aujourd'hui ne vont pas vous permettre de payer les rançons, ça c'est un doux rêve, hein, il faut oublier. Par contre, en cas d'incident, vont vous permettre effectivement de vous amener la trésorerie nécessaire pour financer le coût de la remédiation du système. C'est-à-dire que remettre un système en place, ça coûte cher et ça peut être intéressant d'avoir un assureur pour vous épauler dans ces moments difficiles. Et il faut surtout avoir défini un plan de réponse à incident. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de votre entreprise, il faut savoir comment réagir en cas de crise. Avec des choses très simples, c'est-à-dire savoir qui appeler, savoir comment cloisonner son système, comment remonter son système. Et si vous avez ces éléments préparés, vous ne serez pas une victime. C'est-à-dire que quand vous allez être attaqué, vous aurez déjà des éléments de réponse clairs sur la façon de se mettre en mouvement pour contrer l'attaque. Donc, on l'a dit tout à l'heure, déconnecter les supports de sauvegarde, puisque si vous les laissez connectés sur votre système d'information, la première chose que va faire le pirate, c'est les chiffrer, c'est votre système de sauvegarde. Donc, d'où l'importance d'avoir des sauvegardes hors ligne, et non pas une, mais 2 sauvegardes à minima pour, en cas de compromission de la première, avoir toujours une deuxième. Quand vous êtes victime, votre réflexe est souvent de tout de suite débrancher l'ordinateur et l'éteindre. Ce n'est pas forcément la bonne stratégie. L'ordinateur qui est contaminé, ce qu'il faut faire, c'est l'isoler. Donc, vous débranchez la prise réseau. Il ne faut pas forcément l'éteindre, puisque dans la mémoire vive de votre ordinateur, il y a peut-être des éléments qui nous intéressent, nous, services de l'ordre, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et peut-être réussir à reconstruire les données. Donc ça, c'est assez stressant pour vous, mais ce qu'il faut faire, c'est pas éteindre l'ordinateur, c'est l'isoler, le laisser brancher et appeler les services de police ou de gendarmerie qui, eux, vous accompagneront et vous donneront les premiers conseils pour vous aider. Déposer plainte, donc Paul l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a souvent une appréhension de la part des victimes sur le fait de déposer plainte parce qu'il y a une méconnaissance de la façon dont fonctionnent les services de l'État. Il y a effectivement une règle qui s'applique à tous, c'est le règlement général à la protection des données. Et on a souvent tendance à croire que le fait de porter plainte va vous porter préjudice vis-à-vis de la CNIL, qui s'occupe du RGPD. Le fait de porter plainte en police ne veut pas dire que la police va aller tout de suite appeler la CNIL pour informer la CNIL que vous avez effectivement été victime d'une exfiltration de données. D'autre part, il faut savoir que la CNIL n'a pas vocation à vous taper sur la tête pour rien. On est tous conscients qu'il est extrêmement difficile pour un chef d'entreprise de mettre en place le RGPD. Et donc, ce qui va vous être reproché, ce n'est pas de faire une déclaration d'incident auprès de la CNIL, mais c'est le fait de ne pas en avoir fait. Parce que de toute façon, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, la CNIL soit informée de ce qui s'est passé. Donc moi, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de porter plainte auprès de l'adresse qui vous a été communiquée et de faire une déclaration d'incidence à la CNIL pour vous border juridiquement.
Parce que si ça, vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que si un de vos clients découvre que des données ont été exfiltrées, lui porte plainte auprès de la CNIL et que là, la CNIL soit obligée de vous redresser d'un point de vue pénal et financier. Donc, il faut porter plainte. Ne pas payer les rançons, on l'a dit tout à l'heure. Il est important dans votre plan de réponse à incident de bien déterminer qui sont vos partenaires et donc de s'approcher des gens qui sont le plus à même de vous aider. Alors, il y a un site qu'on vous conseille, c'est le site de cybermalveillance.gouv.fr qui est un groupement d'intérêt public piloté par l'ANSSI. Donc, le patron du cybermalveillance, c'est le directeur général de l'ANSSI. Mais ça reste un groupement d'intérêt public au sein duquel on retrouve des sociétés privées, des sociétés donc des sociétés civiles, des associations d'aide aux consommateurs. Et c'est le site de référence pour trouver des partenaires pour vous accompagner le jour où vous aurez un incident. Ils sont porteurs d'un label d'ailleurs qui s'appelle le label Expert Cyber, qui vous garantit que les personnes référencées sur ce site sont des personnes compétentes. Donc le label Expert Cyber sera présenté publiquement en janvier lors du FIC, mais il y a déjà des sociétés disponibles, donc allez voir le site, vous verrez, vous avez pas mal d'outils pour vous accompagner et vous aider, y compris sur la partie sensibilisation, donc savoir comment effectivement monter un plan de remédiation, comment se protéger. Pour aller plus loin, donc là j'anticipe les questions de tout à l'heure, donc je finis mon intervention plutôt que revenir après. Je vais vous donner deux conseils. Le premier, c'est de suivre la formation de l'ANSSI qui s'appelle SecNum Academy. Donc, vous avez ici les éléments. Vous pouvez aller sur secnumacademy.gouv.fr. Vous avez une formation en ligne qui est à destination des publics non spécialistes, donc qui s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, aux chefs de service, et qui vous donne toutes les clés sur le risque cyber. C'est une formation qui représente à peu près entre 20 et 30 heures. C'est gratuit. Et ça vous donnera toutes les clés, effectivement, pour vous protéger. Deuxième point important, le site cybermalveillance.gouv.fr et le kit de sensibilisation qui est totalement gratuit et qui vous permet, au sein de vos entreprises, d'apporter des éléments de réponse à vos collaborateurs. Alors, allez le voir, il est extrêmement riche et ces données sont libres de droit. Donc, vous pouvez les récupérer et vous les approprier. Et vous avez toutes les thématiques qui sont exposées, donc notamment comment on crée un mot de passe, comment on se protège des réseaux sociaux, comment on organise la sécurité de ses appareils mobiles, comment on crée et on stocke des sauvegardes, comment on fait les mises à jour, etc. etc. Donc le site est extrêmement riche et devrait répondre à peu près toutes vos questions. Ce n'est pas un site de technophiles, c'est vraiment un site qui s'adresse aux chefs d'entreprise. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, vous n'allez pas être dégoûté parce que les données seront trop techniques. Si vous voulez du plus technique, vous avez une autre adresse extrêmement intéressante, c'est celle de mon administration, l'ANSSI. Donc, vous allez sur ssi.gouv.fr et là, vous aurez des données qui s'adressent plus à un profil responsable informatique, directeur technique, avec des conseils techniques pour sécuriser vos systèmes. Là, c'est un exemple de fiche, donc comment on fait une sauvegarde. Et je crois que j'ai dépassé mon temps de travail. Donc, je vais redonner la main et on répondra à vos questions si vous en avez. Oui, il y a déjà beaucoup de questions, donc c'est bien on va répondre à celles qui concernent peut-être votre partie. Alors, est-ce que mon système informatique peut être surveillé par un hacker sans que je m'en rende compte pendant la phase de récupération? Donc, quels sont les indices qui me permettent de détecter ce problème? Alors oui, le principe même du hacker, c'est d'infiltrer votre système sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que les fameuses actions de phishing ne sont pas forcément visibles. Ce qui doit déjà vous alarmer, c'est que si vous avez des amis qui vous appellent en trouvant bizarre d'avoir reçu des emails inhabituels, c'est que votre système a fait l'objet d'une attaque et donc vos machines sont vraisemblablement compromises. Alors pour se protéger, il y a 10 000 solutions. Hein. Ça serait compliqué de faire ça en 5 minutes. La règle de base, c'est effectivement déjà au moins de disposer à minima d'un antivirus à jour. Mais le problème de l'antivirus, c'est que souvent, il ne va vous protéger que des attaques connues, mais pas des nouvelles attaques. Donc on voit apparaître maintenant des nouveaux types d'outils
qui permettent effectivement de faire de l'analyse comportementale et donc ce qu'on appelle de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors les acteurs de l'antivirus d'ailleurs vous proposent peut-être déjà ces services. Il y a pas mal de sociétés qui se sont mis sur cette nouveau type d'outils. On va vous parler de RP, on va parler de SOC, de SIEM. Et vous pouvez également faire appel à des sociétés de services qui vous proposent ce genre de solutions pour faire de l'analyse directe de ce qui se passe sur vos systèmes d'information et juguler les attaques non identifiées par vos antivirus. Vous devez également muscler le firewall, donc l'outil qui sert de pare-feu. C'est ce qu'on appelle un pare-feu. Un firewall, c'est un pare-feu. Donc, c'est, je dirais, la politique du château fort. Vous avez la herse avec les grilles qui ne s'ouvrent qu'aux personnes autorisées. C'est ça, un pare-feu. Vous devez avoir un pare-feu et un pare-feu à jour. Lui vous prémunira de certains types d'attaques. Donc, c'est les trois grands types d'outils. On a dit pare-feu, antivirus et les nouvelles solutions, soit portées par vos éditeurs d'antivirus, soit par des sociétés spécialisées qui font de l'IA, donc l'intelligence artificielle, et qui vous proposent des services de type SOC ou SIEM. Et ou d'ailleurs, les deux. Ok. On va prendre une autre question. Après, on va laisser la parole à Monsieur Rivas et on répondra à toutes les autres questions à la fin. Mon logiciel de comptabilité est hébergé chez un prestataire. Est-ce qu'il peut être attaqué sur mon ordinateur? Ça dépend de la façon dont votre prestataire s'est protégé. J'ai malheureusement un cas de figure en France avec un prestataire de services de type SaaS, ce que vous devez faire, donc hébergement dans une société tierce, qui a été victime cette année. On ne peut pas vous donner les noms. Malheureusement, cette société de services cloud a été hébergée 400 systèmes de 400 sociétés différentes qui ont été toutes victimes de l'attaque, puisque c'est le prestataire de services qui s'est fait attaquer. Donc, le fait de héberger vos données chez un prestataire tiers ne vous garantit pas que vous ne serez pas victime. Donc, il est vital que vous soyez vigilant sur le choix de vos prestataires et que vous blindiez bien les clauses juridiques qui l'engagent vis-à-vis de vous. Et il faut que vous vous assuriez qu'effectivement, il est mis en place des mécanismes de sauvegarde adéquats pour protéger vos données. Donc ça, c'est plus du domaine du juridique. Il faut que vous blindiez vos contrats. Très bien, merci. Monsieur Rivas, du coup, peut-être, voilà, je vous laisse la parole, vous présenter et puis expliquer un petit peu ce que fait Foxtrace et comment ça peut aider nos TPE, PME. D'accord. Bah, nous, dans ce qui vient d'être présenté, effectivement, on est complémentaires. C'est-à-dire que l'ANSSI ou que ce soit même pour le commissaire de police, il y a beaucoup de prévention et ça, c'est le principal point. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'est la sensibilisation des gens à toutes les problématiques informatiques et notamment de hacking et de piratage. Et ça passe par là. Il faut vraiment sensibiliser les gens. Chez Foxtrace, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est en bout de chaîne. On n'installe aucun logiciel au sein des sociétés. On reste complètement à l'extérieur des organisations et on va scanner le web à la recherche des informations qui ont fuité des sociétés. Donc, soit elles ont fuité par maladresse des collaborateurs, ce qui arrive fréquemment, soit ce sont, comme l'ont présenté les deux personnes juste avant, c'est des exfiltrations de données qui vont se retrouver sur le web et notamment sur le dark web en échange de monnaies sonnantes et trébuchantes. Et à partir de là, le pirate qui a ces données, soit il attaque directement, soit effectivement il les vend et c'est un autre pirate qui va s'occuper de l'attaque. Et nous, ce qu'on fait, on va scanner le web de surface, le deep web et le dark web à la recherche de ces informations qui sont sorties des sociétés. Alors, quand on parle d'informations ou de données, de quel type de données on parle? Nous, pour Foxtrace, ce qu'on trouve souvent, ça va être de la correspondance juridique, par exemple des cas de prud'homme, des projets de contrats, des fichiers PDF, des Word, des Excel. Ce qu'on trouve aussi, ça va être des relevés bancaires. Des RIB aussi, ou des audits confidentiels, des audits financiers. On va trouver des documents avec des mentions confidentielles. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on trouve sur le web. Et l'information qu'on trouve le plus souvent, et de manière vraiment très récurrente, ce sont des emails avec les mots de passe en clair. Et donc là, c'est une fois qu'un hacker a ces informations-là, comme vous l'ont expliqué Olivier et Paul, il est très facile pour eux de rentrer dans une société parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y aller. Ils ont les autorisations parce qu'ils ont le bon email, le bon mot de passe. Et suivant ensuite
les autorisations internes de cette personne, ça peut faire beaucoup de dégâts au sein des sociétés. Soit pour exfiltrer, soit pour bloquer un système. Et donc là, si on bloque un système, il y a perte d'activité. Et s'il y a perte d'activité, de manière générale, ça veut dire effectivement perte de chiffre d'affaires. Mais l'autre problématique, et Olivier en a parlé juste précédemment, c'est que les partenaires vont commencer à se poser des questions sur la sécurité de votre société. Et là, c'est très problématique parce que, dire, si les données de cette société sont sorties et que dedans, il y a mes propres données, cette société n'est pas sécurisée et pour moi, c'est pas un bon partenaire. Donc, du coup, les contrats vont s'arrêter. Et ça, les gens l'oublient complètement, quoi. C'est les effets secondaires des attaques et de la fuite de données. Donc, on se rend compte que dans le cas exposé avec le logiciel de compta, effectivement en cloud, c'est le partenaire qui a été attaqué et par ce partenaire, il y a une double attaque qui est arrivée derrière. Et souvent, on se rend compte que de manière générale, les petites sociétés se disent on va être moins attaqué parce qu'on est moins exposé, on n'a pas autant d'argent que les grandes sociétés, ce qui est faux. Les hackers vont lancer des attaques de manière quantitative au départ, sans se soucier de qui ils attaquent. Et là, ça va être au petit bonheur la chance. Ils attaquent tout le monde. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que si c'est pas eux qui sont attaqués directement, et si c'est une grosse PME, une grosse ETI ou même un grand groupe qui est attaqué, les hackers qui sont les plus durs, les plus fins, ce qu'ils vont faire, ils vont commencer par attaquer les partenaires de ces grands groupes, et ensuite ils rentrent par là pour attaquer le grand groupe. Et donc du coup, ça pose double problématique. Et il faut évidemment sécuriser les données. Mais Olivier en parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut sécuriser le niveau juridique, en fait les contrats. Et on voit que maintenant, de plus en plus de grosses sociétés mettent en place des contrats avec des indicateurs de performance. Est-ce que vous avez bien mis ce type de sécurité en place? Est-ce que vous le faites régulièrement? Est-ce que vous sauvegardez? Et si les sociétés n'ont pas ça en place, il n'y a plus de contrat. Donc à nouveau, on a une baisse d'activité qui se met en place. Et je vous dis, pour moi, la sensibilisation des gens, et c'est ce que nous, on essaie de faire en tout cas, est déjà pour moi un facteur clé pour éviter certaines erreurs. Comme parlait tout à l'heure Paul Bousquet de mettre une double validation pour les virements. Voilà, déjà rien que ça, dire on peut en faire une, par exemple, le premier volet peut être par mail, effectivement, mais le deuxième, dire ça me paraît étrange, je vais en parler de vive voix à la personne. Et ne serait-ce que ça, déjà, c'est déjà se garantir, se prémunir contre pas mal de soucis. Et ensuite, effectivement, moi, j'ai travaillé pour une société qui a eu une attaque. Alors, c'était assez particulier parce que l'attaque, la personne est venue parce que les ports d'entrée dans la société étaient complètement ouverts. Donc, il est rentré. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a crypté les données, mais il n'a pas demandé de rançon. C'était juste pour embêter la société. Il n'empêche que, même si cette société faisait des sauvegardes, il y a eu toute une chaîne de mauvaises choses qui se sont passées. C'est que la personne qui devait faire la sauvegarde avec un disque dur, etc., a oublié de le mettre. La personne qui devait le faire derrière a aussi oublié de le mettre parce qu'elle avait travaillé très tard. Et donc, du coup, les données ont été perdues. On a dû récupérer des données de plusieurs jours en arrière. Et là, pour une PME qui fait 5 millions d'euros, la perte a été de 200 000 euros quand même, sur 15 jours. Donc, ça fait très, très mal. Et donc, il faut toujours regarder entre comment on se protège, quel est l'investissement qu'il faut mettre pour la protection et le coût potentiel qu'il y a derrière. Alors, on a parlé effectivement des contrats de cybersécurité. Ça, je pense que déjà, c'est une bonne chose de pouvoir faire ça. Alors maintenant, pour être plus précis dans les données, comment on traite ces données, je vous disais, on scanne le web à la recherche de ces différentes données. Et ensuite, on les met dans des tableaux de bord. Le premier tableau de bord est un tableau de bord très synthétique, où on met combien d'investigations on a menées et combien de données sensibles on a trouvées. Et dans ce tableau de bord synthétique, on va trouver le typologie d'informations qu'on a trouvées. Ça va être par exemple email et mot de passe, ça va être correspondance juridique, ça va être documents financiers. Et si vous cliquez sur l'une de ces thématiques, là, vous allez avoir tous les documents qui ont été trouvés. Et on va dire comment on a trouvé, où on a trouvé, et on va donner la preuve des documents qu'on a trouvés. Donc, on va les afficher. Et ensuite, sur un autre tableau de bord, on va dire, voilà, ça c'est l'état des lieux. Et de l'autre côté, on va dire en quoi ce type de menace constitue un danger pour votre société.
Et donc, ça peut être effectivement usurpation d'identité, ça peut être ce qu'on a dit, attaque au président, etc. Et ensuite, dans la troisième partie du tableau de bord, on va donner les préconisations pour stopper ces expositions de données. Mais ce n'est pas nous qui faisons le travail de fin d'exposition. Nous, on donne juste les préconisations. Et effectivement, on trouve beaucoup de choses sur Internet, vraiment beaucoup, beaucoup. Pour donner juste un ordre d'idée, il y a plusieurs bases de données sur les emails et les mots de passe qui traînent sur le web. Ça atteint quand même les 15 milliards en 2020, 15 milliards d'emails et de mots de passe. Et Olivia parlait d'un assureur qui a été attaqué. Nous, on est intervenu, je pense qu'on parle du même, on est intervenu durant l'été. Et effectivement, ça avait été voilà, par l'intermédiaire d'un système cloud et de partage de documents. Et donc, c'est très dangereux. Il y a un autre assureur qui, lui, pour le coup, est anglo-saxon et qui a cette particularité, c'est qu'ils avaient tout mis en place pour se sécuriser avec des gros moyens financiers. Néanmoins, à nouveau, c'est une erreur humaine, c'est que, et pourtant, ils avaient des VPN pour travailler depuis la maison et en nomadisme, mais les gens ont trouvé que c'était un peu contraignant, donc ils sont passés à côté du VPN, utilisé des Wi-Fi publics, transmis des documents, et il s'est avéré qu'eux-mêmes, on a récupéré plus de 500 emails et mots de passe en clair, plus, et là c'est pour moi le point culminant de ce qu'on a trouvé, c'était le document officiel de tout leur pricing de contrats d'assurance par type et secteur d'activité. Si une société fait 5 millions, on l'assure jusqu'à tel montant. Si une société fait 100 millions, on l'assure à tel montant. Et tout était sur le web. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la concurrence, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent s'en servir. Voilà, pour moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions ou si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas. Oui, il y a beaucoup de questions du coup qui ont été posées. Alors j'ai vu que du coup Paul avait commencé à répondre à l'écrit à certaines, donc n'hésitez pas à aller voir les questions. Il y en a certaines où il y a une réponse par écrit. On a une question. Où peut-on trouver du coup des professionnels qui puissent nous aider à protéger nos systèmes vu que nous sommes des petites entreprises avec des moyens limités? Est-ce qu'en fait on peut s'adresser voilà, à l'ANSSI ou à la police en termes de prévention? Voilà, je vous laisse répondre. Je réponds, Paul. Je pense que alors, je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, cybermalveillance.gouv.fr. C'est le premier vecteur de renseignement pour vous, justement, notamment en matière de réponse à incident. C'est le site national qui référence le plus de sociétés sur tout le territoire. Donc, vous avez, donc, quand vous êtes victime, la possibilité de trouver près de chez vous des gens qui sont censés avoir un minimum de compétences dans le domaine de la cybersécurité. La première vocation du site, c'était vraiment la réponse à incident. Donc, ce n'était pas un site qui était fait pour trouver des prestataires d'audit. La donne est en train de changer puisque donc, Cybermalveillance lance un label, cette fois-ci, pour identifier des prestataires de services capables d'accompagner les sociétés à la fois dans la réponse à incident, mais surtout en amont, c'est-à-dire en préparation, en audit, en construction de la structure idéale de votre système d'information. Et ce label, qui est porté par l'AFNOR et Cybermalveillance, est tout à fait accessible. Donc, des petites PME, PMI spécialistes en cybersécurité vont pouvoir le passer. Ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Alors, c'est débutant. Alors pour l'instant, allez sur Cybermalveillance, vous avez une liste de sociétés qui n'a pas été labellisée, mais qui a fait une lettre d'intention expliquant quelles étaient leurs compétences. Le deuxième step, c'est ce fameux label Expert Cyber qui est porté et qui devrait effectivement nous permettre d'avoir un maillage global national en matière de réponse à incident pour les PME, PMI. Après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de toute façon, toujours pareil, prendre contact rapidement avec la police ou la gendarmerie nationale, selon le secteur où vous êtes. Alors moi, j'ai pas vocation à venir vous aider. Malheureusement, l'ANSSI, on est une petite administration, on est 600 en France, et les équipes d'intervention sont pas dimensionnées pour pouvoir répondre à la problématique des PME-PMI. Néanmoins, je reste une personne publique, donc je peux essayer de vous répondre. Donc, je ne sais pas si quand je vais vous donner mon email. Oui, vous pouvez l'inscrire dans le chat, du coup, comme ça tout le monde. Dans le chat. Faites-en bon usage, hein, parce que si vous me spammez et que j'ai 2500 mails par jour, je ne pourrai pas y répondre. Mais alors, je vais vous donner le générique d'ailleurs. Non, je vais vous donner le bon.
public. Alors, on a eu aussi, je vous invite toujours dans ces webinaires à bien poser vos questions dans l'onglet questions. J'ai vu qu'il y a eu des questions dans le chat. Notamment, il y a eu tout un débat sur est-ce que payer par PayPal est moins problématique, du coup, que payer par virement bancaire. Donc, voilà. C'est un grand nom de la tête. Tous les moyens de paiement ont été détournés et peuvent faire l'objet d'escroqueries. Voilà, il y a eu des escroqueries à PayPal, même si PayPal est un bon système et fonctionne très bien, et il n'y a pas de difficulté avec PayPal. Je crois que c'est surtout faire preuve de bon sens, faire preuve d'une organisation, anticiper ce risque qui est un risque réel. Voilà, et d'ailleurs, on peut organiser à la demande des séances de sensibilisation sur les services de comptabilité. Donc, si vous identifiez ça comme un risque, on peut vous accompagner et vous donner des conseils précis, adaptés à votre société. Un service de comptabilité qui fait 200 virements par jour, on se doute bien qu'il est difficile d'appliquer les mêmes règles qu'un service qui est plus limité. Voilà. Donc, voilà, mais il y a beaucoup de choses à faire. Okay. Alors, quelles sont, du coup, les obligations de conformité d'une entreprise en matière de cybersécurité? Est-ce qu'une entreprise a certaines obligations? Ça dépend des entreprises. Alors, je prends le relais, Paul, pour cette question. Tout dépend de l'entreprise. Typiquement, alors déjà, le général, toute entreprise, quelle que soit sa taille, est soumise au règlement général à la protection des données. Donc, le règlement général à la protection des données, c'est la CNIL. Ce n'est pas l'ANSSI. Mais il faut savoir que le règlement général à la protection des données, donc les données personnelles, vous oblige à respecter un canevas minimum de sécurité. C'est-à-dire que vous devez effectivement être en mesure de prouver à la CNIL que vous avez pris des mesures minimum pour sécuriser votre système d'information. Donc firewall, antivirus, politique de sécurité, sensibilisation, etc. Là, il faut savoir que si vous ne respectez pas le RGPD, vous risquez non seulement une très forte amende, qui peut aller jusqu'à 4% du montant global de votre chiffre d'affaires mondial, mais vous risquez aussi du pénal. Donc, autant dire qu'il ne faut pas jouer avec ça. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CNIL ne va pas vous reprocher de ne pas être à 100% sécurisé, parce que ça n'existe pas, la sécurité à 100%. Par contre, elle va vous reprocher de ne pas avoir fait des efforts, de ne pas avoir essayé de mettre en place une politique de sécurité. Donc ça, c'est le premier point. Vous êtes tous responsables vis-à-vis de la CNIL, du règlement général à la protection des données. Après, vous pouvez avoir un statut spécial. Typiquement, les hébergeurs de données de santé, vous vous doutez bien qu'ils sont sous la tutelle de l'ANSSI et qu'on a un droit de regard sur ce qu'ils font, parce qu'ils détiennent des données, alors pas que l'ANSSI, la CNIL aussi, bien évidemment, mais ils détiennent des données qui sont sensibles et on se doit de faire attention. Donc, eux pourraient être repris par la CNIL et par l'ANSSI en cas de problème. Enfin, il y a le fameux statut d'OIV et d'OSE qui concerne peut-être certains d'entre vous, où là, il y a un autre règlement qui s'applique. Pour les OIV, c'est la loi de programmation militaire. Pour les OSE, c'est la directive Nice. OIV, opérateur d'importance vitale. OSE, opérateur de services essentiels. Okay. Mais si vous étiez OIV ou OSE, vous le sauriez. C'est-à-dire que vous auriez été appelé par la CNIL. Non, par la CNIL. Vous voyez, je lapsus. Vous auriez été appelé par l'ANSSI, puisque c'est nous qui pilotons les OIV et les OSE. Et donc, vous n'auriez pas cette question. Donc, si vous posez la question, c'est que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Parce que quand on est OIV ou OSE, en fait, le premier step, c'est d'être contacté par l'ANSSI qui va vous informer qu'effectivement, vous êtes que vous allez devenir l'un ou l'autre et qui va vous imposer un carcan technique et juridique pour vous protéger. Et là, il y a tout un règlement qui s'applique. Mais n'oubliez pas, RGPD, c'est important. Et surtout, j'insiste, quand vous êtes victime, faites l'effort de déclarer les incidents sur le site de la CNIL, c'est assez simple, même si vous savez que vous n'avez pas mis en place forcément toutes les mesures adéquates. Personne n'ira vous le reprocher. Par contre, on vous reprochera de ne pas avoir porté plainte. Alors, si je peux me permettre pour compléter, Olivier, bon, on rabâche un peu, mais il faut déposer plainte. Aujourd'hui, on vous apporte, vous avez des outils à votre disposition. En région Nouvelle-Aquitaine, on vous donne une adresse mail police. Si ça se passe en zone gendarmerie, on transmettra à la gendarmerie sans difficulté.
les choses sont fluides. Oui, donc l'adresse mail qu'on a donnée tout à l'heure est bien valable pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Hein. C'est ce qu'il y a eu une question en ce sens. Voilà, c'est l'adresse de la police judiciaire. Mais si c'est en Occitanie, on transmettra à nos collègues de l'Occitanie. Il n'y a aucune difficulté. Voilà, il faut déposer plainte. Pour les cas graves, on prendra directement la plainte dans un service spécialisé. Il y avait une question sur des cas avec des petits préjudices, sur des cas moins graves. On orientera les personnes vers de la plainte en ligne pour ne pas perdre du temps. Voilà, mais il faut signaler aux autorités. Ces faits pour qu'on puisse avoir une vraie réponse. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'occupent de la remédiation, mettent les choses sous le tapis et passent à autre chose. Voilà, c'est une très très mauvaise solution. Il faut absolument, aujourd'hui, nous on s'engage à faciliter le travail de l'entreprise, à être efficace, rapide, à partir du moment où on est prévenu tout de suite. Et voilà, j'insiste vraiment sur cette réactivité qui est nécessaire. Ok. Si ça vous va à vous trois, on va encore prendre quelques questions. Je sais, il est déjà 12h02. Est-ce que vous avez tous peut-être encore 5 minutes devant vous pour qu'on puisse essayer de tout traiter, ou est-ce qu'il y en a qui doivent partir tout de suite? Non, moi je n'ai pas d'impératif. Non, c'est bon. Ok. Alors, par exemple, quelle est la meilleure solution, du coup, finalement, pour protéger sa boîte mail? Pas de prestataire public. Quelles sont les étapes, en fait, si on veut vraiment être protégé? Pas de prestataire public. Il y a des gens très sérieux qui font du très bon travail. Non, c'est pas. Le problème n'est pas lié au prestataire. Le tout étant de s'assurer que le prestataire est sérieux. Donc, c'est charge à vous, effectivement, de lire les contrats que vous signez. Mais je ne suis pas contre le fait d'externaliser. Du moment où l'on maîtrise, effectivement, le partenariat avec la personne avec qui on travaille. Après, protéger ces boîtes de messagerie, vous avez plein d'outils pour, et on retombe sur ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, vous pouvez faire du filtrage en amont, vous pouvez mettre en place des outils techniques, logiciels sur votre système, en complément, effectivement, d'une prestation de service hébergée chez un prestataire ou hébergée chez vous. Je fais une annexe, j'ai retrouvé Paul, si tu veux bien, je mets l'adresse de la gendarmerie pour les gens qui sont sur zone gendarmerie. Voilà, vous avez le pendant de. Donc, voilà. Là, vous verrez dans le chat, j'ai mis l'adresse équivalente à celle de la police pour la gendarmerie nationale quand vous avez un dépôt de plainte à faire en gendarmerie nationale. Ça ne vous dédouane pas de passer au poste de gendarmerie ou au poste de police, mais ça accélère le process. C'est-à-dire, c'est le même principe. Cette adresse est générique et tout de suite, ça arrive sur les bureaux des spécialistes qui vont pouvoir traiter. En parallèle, vous menez votre action de dépôt de plainte classique. Alors, tu veux peut-être compléter, Paul, la plateforme. Il y a moyen de faire un dépôt de plainte numérique ou un début de dépôt de plainte numérique également. Pour l'instant, on en est encore, mais c'est une question de semaines parce qu'on nous annonce la plateforme Thésée, qui est la plateforme de plainte en ligne et qui concernera toutes les escroqueries par Internet, les rançongiciels. Elle n'est pas encore lancée de manière officielle. Mais ça va fonctionner prochainement. Actuellement, il existe la pré-plainte en ligne, c'est-à-dire que vous complétez de chez vous, de manière numérique, un formulaire, mais après, vous serez convoqué dans le commissariat ou la gendarmerie de votre choix pour valider la plainte. Vous pourrez la signer simplement. C'est quand même un temps gagné important. Donc, tout ce qui est cyber, effectivement, pour des petits préjudices, on propose la pré-plainte. Dès que c'est grave, on prend sur rendez-vous, que ce soit la police ou la gendarmerie, effectivement, et c'est très bien de citer l'adresse de la gendarmerie, on prend contact, mais on prépare. On propose un rendez-vous, on pose des questions avant, voilà, et pour qu'il y ait quelque chose d'efficace, de rapide. Par exemple, ce qui est important, c'est les entêtes techniques des mails de contact, puisqu'on va avoir le code source et savoir d'où vient le mail. Mais ça, un transfert de mail, il nous faut le mail original, par exemple. Enfin bon, c'est un détail parmi d'autres. Tu as une question sur Pharos, Paul? Oui. Oui, alors du coup, c'est pas dans les questions, mais c'est dans le chat. Une amélioration certainement dans les années à venir, c'est qu'on ait une entrée unique, parce j'ai bien conscience qu'on a un millefeuille et que c'est difficile pour le citoyen de savoir entre les adresses police-gendarmerie dans chaque région, Pharos, Thésée, etc. C'est compliqué. Pharos, c'est pour les usages illicites sur le net. Vous constatez en tant qu'internaute quelque chose d'interdit, un appel à la haine, un message raciste, quelque chose à connotation sexuelle, vous le signalez sur Pharos.
Pharos, c'est une plateforme où il y a des policiers et des gendarmes à Nanterre. Ils vont analyser tous ces signalements. Quand il y aura une certaine récurrence, ils vont faire un signalement au procureur de la République pour qu'il y ait une enquête, mais ce n'est pas systématique, c'est sur les cas les plus graves. Si vous voulez signaler un fait délictuel, il faut contacter la police directement. Voilà, Pharos est en complément. L'intérêt de Pharos, c'est qu'ils vont avoir une vision nationale et qu'en plus, ils sont en contact avec les fournisseurs d'accès, les grands opérateurs. Et donc, ils peuvent, par exemple, retirer très rapidement un contenu haineux d'Internet. Voilà, avec les GAFA, etc. Okay. Mais effectivement, il faut déclarer, et c'est citoyen de déclarer auprès de Pharos les contenus illicites. Et sur Pharos, tu peux aussi déclarer, par exemple, les mails de sextorsion. Oui, mais on peut tout déclarer, mais il n'y aura pas forcément un traitement immédiat. Pour un mail de sextorsion, moi, quand vous êtes victime d'une véritable sextorsion, il faut venir déposer plainte. Oui, par contre, si on reçoit un email étrange ou le signaler sur Pharos, ça permet d'avoir des statistiques derrière, de savoir s'il y a un phénomène national et derrière de mettre en place les moyens nécessaires pour agir, quoi. Et de faire des recoupements. Nous, il nous arrive, quand on prend une plainte, de faire un signalement Pharos en plus, en interne. Effectivement, il ne faut pas hésiter à signaler à Pharos. Il ne faut pas hésiter. J'ai répondu à une des questions là-dessus, parce qu'il y a des fois des mails de sextorsion qui sont des fausses sextorsions. Ce qu'on appelle les escroqueries à la webcam prétendument piratée. C'est le mail, vous avez consulté des sites pornographiques, je vous observe depuis longtemps, payez en bitcoin à telle adresse, sinon je le diffuse à votre carnet d'adresse. C'est faux. Voilà, ce sont des escroqueries en fait, ce sont des tentatives d'escroquerie. Il n'y a pas de prise. Alors chaque cas est différent et ce que j'ai répondu à la dame, c'est envoyez-nous le mail, on vous dira si c'est une tentative d'escroquerie ou si c'est une véritable sextorsion. Donc sex-extorsion. D'accord, très clair. On a eu aussi 2 questions sur SharePoint. Est-ce que SharePoint pose particulièrement des problèmes? Je vous ai répondu tout à l'heure, l'histoire de l'assureur, un SharePoint, un document partagé. Et derrière, voilà, si un des acteurs de SharePoint est compromis et qu'il a accès au SharePoint, il va pouvoir prendre la main sur des fichiers. Ah, il y a une autre technique très rigolote, moi, que j'enseignais dans notre vie. Si j'ai réussi à accéder à un SharePoint, je vole de l'information, bien sûr, ça m'intéresse, mais aussi, je peux être encore plus malin, je vais compromettre un des fichiers du SharePoint. Je vais injecter dans un vrai fichier une charge virale qui va compromettre les PC qui viendront consulter ce fichier. Donc, les fichiers d'échange, que ce soit SharePoint ou autre chose, peu importe, les lieux d'échange doivent faire l'objet de prudence supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de ce type d'outils, mais il faut bien cloisonner et s'assurer qu'on maîtrise tout l'écosystème. C'est-à-dire que les gens qui se connectent sur ce type de services d'échange ont bien pris les précautions nécessaires pour sécuriser leur système. Sinon, on se retrouve avec un joli pot de miel qui peut être utilisé par un hacker pour aller pirater d'autres. Et c'est ce qui est arrivé à cet assureur. Ok, très bien. Écoutez, il est 12h10. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a répondu à la plupart des questions, soit par écrit, soit en direct. Ce que je vais faire, c'est que donc, le replay du webinaire sera envoyé directement par mail par Livestorm à tous les inscrits. Nous, on remet aussi le replay du webinaire sur la chaîne YouTube de la CPME Gironde. Je reprendrai dans la description de la vidéo YouTube tous les liens qui ont été donnés dans le chat pour que les gens puissent les retrouver. Merci beaucoup à tous les 3 pour ces informations cruciales, je pense, en ces temps qui courent. Et merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont participé. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. C'est toujours agréable d'échanger avec vous sur divers sujets. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Continuation.